Comme une bouteille à la Une mer. bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Bonjour à toi, toi qui ouvres le message caché dans cette bouteille. Je vais te parler aujourd'hui de Severiano de Heredia, un personnage oublié de l'histoire française. L'auteur de sa biographie, parue en 2011 chez Les Indes savantes, m'accompagnera dans la découverte de Severiano de Heredia. C'était un homme entre deux mondes, Cuba, son pays natal, colonial, esclavagiste, et son pays d'adoption, la France impériale sous Louis-Napoléon Bonaparte, puis républicaine sous la Troisième République. Severiano de Heredia est un personnage historique étonnant à plus d'un titre. Émigré, devenu homme politique, élu maire de Paris et nommé ministre de la Troisième République. Quelque chose d'impensable aujourd'hui, quand le monde s'engouffre dans les idéologies extrêmes de tous bords, quand l'intolérance et le racisme refont surface encore et dont le mouvement Black Lives Matter est la preuve. Severiano de Heredia, le Cubain. D'une enfance au contour flou, né en 1836 à La Havane, des amours troubles entre Ignacio José de Heredia, un riche esclavagiste et avocat blanc de Cuba, et Brígida de Cárdenas, ancienne domestique, Severiano est adopté ensuite par son père biologique et par la femme de ce dernier, Madeleine Godefroy, une Française. Severiano de Heredia est le cousin de deux autres Heredias célèbres. José María Heredia, le poète romantique cubain, exilé de sa patrie par les Espagnols, et José María de Heredia, le poète parnassien français. Cuba, l'une des plus prospères possessions espagnoles dans le monde. Le 19e siècle cubain est celui du réveil réformiste vis-à-vis de l'Espagne, annexionniste vis-à-vis des États-Unis et finalement indépendantiste. Severiano de Heredia, le français, contemporain de Jules Ferry et de Gambetta, critique littéraire, républicain convaincu, député, entrepreneur, libre penseur, ami de l'Amérique latine et de l'indépendance de Cuba, écologiste avant l'heure, Severiano de Heredia incarnait en lui l'accomplissement de l'idéal républicain français dans la France du XIXe siècle. Comment expliquer alors qu'un personnage si intéressant, le seul maire noir de toute l'histoire de Paris, soit relégué aux oubliettes de l'histoire? L'hispaniste et historien français Paul Estrade restitue la mémoire de Severiano de Heredia dans sa biographie Severiano de Heredia, ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre. Et je précise que le terme mulâtre doit être compris ici dans sa perspective historique et bien évidemment dépourvu de toute connotation raciste. Paul Estrade est avec nous aujourd'hui pour parler de ce personnage si singulier qu'a été Severiano de Heredia. Bonjour Paul Estrade. Bonjour Roberto. Comment avez-vous découvert Severiano de Heredia ? Je vais vous dire d'abord que la découverte de Severiano de Heredia a été pour moi fortuite au départ. C'était la découverte d'un nom dans un des dossiers des archives de la préfecture de police de Paris. Un nom parmi les défenseurs de la cause cubaine face à l'Espagne colonialiste durant la guerre d'indépendance et très précisément en 1896. Et cette découverte a eu lieu en 1971. Vous voyez, ça fait déjà une cinquantaine d'années. J'étudiais alors, pour que vous compreniez le contexte, le comportement patriotique ou non de la colonie cubaine de Paris durant cette guerre
d'indépendance et dans son ultime phase, disons 1895-98 pour nos auditeurs français. Voilà. Alors pour moi c'était une surprise parce que j'ai vu que parmi ces défenseurs de la cause cubaine, il y avait un ex-ministre, c'est ainsi qu'il était présenté, Severiano de Heredia, ex-ministre, dont j'ignorais totalement l'existence en tant que tel. Évidemment, je savais bien qu'il n'y avait pas eu de ministre à Cuba, puisque Cuba était colonie espagnole, mais je ne le connaissais pas non plus parmi les ministres de la République française. Je l'ai redécouvert, Severiano de Heredia, 15 ou 20 ans après avoir achevé la thèse de doctorat chez José Martí. Et quand je me suis penché alors sur la vie du portoricain Betances, à un degré moindre, l'alter ego de Martí, Betances, médecin portoricain exilé à Paris pour ses idées indépendantistes, et je me suis aperçu qu'ensemble, Betances, le portoricain, et Heredia, l'ex-ministre, avaient œuvré en France à la reconnaissance et à la défense de l'Amérique latine et aussi au resserrement des liens entre la France et cette dernière. Et ils s'étaient retrouvés à partir de 1888-89 au sein de l'Union latine franco-américaine dont ils ont été l'un et l'autre les animateurs. L'un et l'autre, Betances et Heredia, étaient intéressants, aussi intéressants disons que méconnus, voire occulté. Le père de la patrie portoricaine dans son île natale, l'ex-ministre de la République française en France. Alors vous comprenez bien qu'il y avait de quoi m'intéresser à sa figure, à son parcours, pour qui, comme moi, était alors et reste toujours passionné par l'histoire politique et culturelle de Cuba, par l'histoire des relations franco-cubaines et notamment des échanges, de l'amitié et de la solidarité entre les deux nations depuis 1868 à nos jours. Alors le cas de Severiano de Heredia, totalement oublié par tout le monde, on ne savait rien de lui à l'hôtel de ville, on ne savait pas où il était né, on ne savait pas où il était enterré, on ne savait rien, il n'avait pas de rue, il n'avait pas d'école à son nom. On ne savait donc rien. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on sait tout, on en sait un peu plus depuis la sortie de la biographie que les Indes savantes ont bien voulu publier, et je me permets de le souligner parce que alors nombre d'éditeurs frileux ont fait la moue. Il nous a fallu, l'éditeur et moi, donner un titre un peu développé au livre parce que le seul nom de Heredia n'aurait attiré aucun curieux. C'est pourquoi nous avons précisé Severiano de Heredia, ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre, pour souligner, disons, les caractéristiques de ce personnage, ce qui le distingue des deux autres Heredia, ses deux autres cousins, le poète romantique cubain et le poète parnassien français. Et justement, pour faire référence au titre de votre livre, comment expliquer que dans la France du 19e siècle, un immigrant, mulâtre, ait pu atteindre des positions politiques impensables aujourd'hui ? Vous avez parfaitement raison de souligner votre étonnement, qui est celui sans doute de nombre des lecteurs. Non seulement votre étonnement par rapport à l'époque, mais votre étonnement quand aujourd'hui on prend en considération les éléments qui se sont fait jour ces dernières années et en particulier cet été. Je pense que pour comprendre cela, il faut d'abord se pencher sur le contexte dans lequel Severiano a vécu, c'est-à-dire la deuxième moitié du 19e siècle en France. Ça avait commencé avant le milieu du siècle. Chez les élites latino-américaines, éprises de nouveautés, de culture, de science et de liberté surtout, la France exerce un énorme attrait. Ces élites sont républicaines dans l'âme, depuis Bolivar, bien sûr, et la France, en 1848, puis en 1870, revient à la République. Je crois que c'est important de le souligner. Et la Troisième République consolide le régime républicain. Elle attire par ses réformes en matière d'éducation, par son essor industriel, par les libertés de presse, d'association, de pensée qu'elle promeut. Les grands phares de la pensée mondiale, c'est Hugo, c'est Pasteur. Bon, ce ne sont pas seulement que des Français, mais Hugo et Pasteur exercent des fascinations indiscutables. Alors cette France est accueillante non seulement pour soigner son image à l'étranger, mais elle est accueillante par principe. Elle est ouverte et universaliste, comme l'avaient voulu, je le rappelle, les philosophes du XVIIIe siècle, les encyclopédistes et les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle. Elle est terre d'asile. Cette France républicaine, dirigée par une bourgeoisie, cachons pas le mot, qui a confiance en elle, est ouverte à tous les hommes, d'où qu'ils viennent. D'ailleurs, elle a besoin de tous pour son développement impétueux. À Paris, elle attire les immigrés de l'intérieur, bretons ou limousins, mais elle attire dans ses ports des immigrés de partout. Et ce qui est notable, c'est que la nationalité, la religion, la pigmentation de la peau sont alors des critères secondaires d'admission. Chacun a ses chances, et ce n'est pas un slogan. Alors, bien entendu, plus que quiconque a ses chances de réussir,
celui qui s'intègre aisément, celui qui s'assimile sans réticence, celui qui a du talent et surtout celui qui a de l'argent. Ça, je pense qu'il faut ne pas avoir peur non plus de le dire. Et c'est bien le cas de Severiano de Heredia, fils de planteur cubain, blanc, élevé par une mère adoptive normande, brillant étudiant au lycée Louis-le-Grand, qui est alors, disons, l'équivalent de Sciences Po ou de l'ENA, le vivier des futurs cadres dirigeants du pays. Quant à la question de savoir pourquoi cela est à peu près impensable aujourd'hui, je pense que, là ça sortira un peu de ma compétence et de mon domaine de réflexion, je pense qu'il faudrait se pencher sur l'évolution de cette bourgeoisie française depuis un siècle et demi, c'est-à-dire de 1870 à 2020, sur l'histoire coloniale de la France, sur la répétition et l'aggravation des crises économiques, sociales et écologiques mondiales et leurs répercussions sur les populations africaines ou asiatiques. Alors je ferai observer, simplement pour finir sur cette question, que s'il y a eu en France et s'il y a des ministres dits de la diversité et qui ont été choisis pour cette raison, je me réfère au discours du président Sarkozy. Si ça est vrai, il faut bien voir que Severiano de Heredia n'a pas été pris comme ministre des Travaux publics par Jules Grévy en 1887 parce qu'il était noir, mais par ce qu'il valait et par ce qu'il représentait sur l'échiquier politique d'alors. Severiano de Heredia arrive en France vers l'âge de 10 ans. Il connaît la France impériale, de lui Napoléon Bonaparte, puis l'émergence de la Troisième République. Comment évolue Severiano de Heredia dans ce contexte ? Sa formation intellectuelle, elle a lieu sous le Second Empire. Et son éclosion et sa réussite politique, ou même industrielle, a lieu sous la Troisième République. Sous le Second Empire, c'est une période pour lui de formation, d'assimilation. Alors là, on ne connaît pas très bien les liens que son père est mort, comme vous le savez, assez tôt. Il est donc en France et c'est la femme de son père, qui n'est pas sa mère biologique, qui l'élève. C'est une Française et il est élevé dans l'esprit français de l'époque. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Comme tout homme qui a des qualité indéniable. Il a eu des prix au lycée Louis-le-Grand. Il était considéré comme un très bon élève. Il veut faire comme tous, parce qu'il en a en plus les moyens. Il est fils de rentier. Il se consacre à la littérature, à la poésie d'abord. C'est pas si mal que ça. Il semble même que Victor Hugo aurait apprécié certains de ses vers, mais il se rend compte que c'est pas là sa voie. Il semble être un poète nonchalant, mais c'est un bûcheur. Il étudie tout, il s'intéresse à tout, à l'art, à la littérature, à l'économie, aux relations internationales, aux finances, etc., etc. Sous des apparences, je rappelle, de dilettante, c'est un énorme travailleur et ça lui servira ensuite parce qu'il sera apte à intervenir sur beaucoup de domaines et d'ailleurs il fera beaucoup de conférences sur tous ces domaines. Je pense que c'est dans cette phase d'étude, d'acquisition de la culture française, d'enrichissement personnel qu'il rejoint ce courant contestataire, souterrain, anti-bonapartiste, anti-autoritariste. Et je pense que les raisons pour lesquelles son père l'a envoyé en France ressortent. C'est-à-dire que c'est l'autoritarisme du pouvoir colonial espagnol, dont a été victime son père d'ailleurs, ou a été victime son cousin José María Heredia, qui fait que lui aussi il ressente vivement ces formes d'autoritarisme qu'est le bonapartisme à l'époque de Napoléon III. Et donc, dans des réseaux, à travers les journaux, à travers la loge maçonnique à laquelle il adhère, il façonne un esprit républicain, contestataire, qui explosera en 1870 au moment du 4 septembre et la chute de l'Empire. Dansons la communarde, faites l'amour, dansons la communarde, faites l'amour, nom de nom. À l'âge de 34 ans, Severiano de Heredia acquiert la nationalité française. Que peut-on dire de la naturalisation d'un Severiano anti-bonapartiste sous le Second Empire ? Il est tout de
de suite admis en 1870, lorsque Crémieux signe son décret de naturalisation. Il est clair que Crémieux signe le décret non pas parce qu'il est noir, ou non pas parce qu'il est fils de planteur, ou parce qu'il vient de l'étranger, mais parce que c'est un républicain qui est décidé à changer le cours des choses. Et là, sans doute, indéniablement, a joué un rôle, disons, dans ses origines, à demi-blanc, cultivé, intégré, propriétaire et riche. Et c'est tout ça qui met en valeur lorsqu'il demande sa naturalisation, laquelle elle n'est pas refusée par Napoléon III, mais elle est différée. Alors qu'effectivement, il a tous les éléments qui, à l'époque, faisaient presque automatique la naturalisation. Mais je pense que les services secrets de Napoléon, fort développés, comme avait fait son aïeul, savaient bien quelle personne il fréquentait et quel était son idéal. Mais je veux faire remarquer quand même qu'il n'y a pas que cette immigration choisie qui est admise en France. À l'époque, en France, on admet des travailleurs italiens ou espagnols, saisonniers ou non, qui viennent travailler dans le sud de la France. L'économie française en a besoin. Elle en a d'ailleurs d'autant plus besoin qu'une partie de la population pauvre de France émigre. La France est alors une terre d'émigration et pas d'immigration. Émigration vers l'Amérique du Nord ou vers l'Amérique du Sud, émigration vers l'Algérie, et cette émigration est plus importante en nombre que l'immigration étrangère. En fait, il y a peu de candidats à l'immigration. Et en France, on n'a pas peur, du coup, d'y perdre son âme. L'idée d'immigration choisie est donc présente dans les faits, plus que dans la tête du ministre de l'Intérieur. Voilà ce que je pourrais dire en commentaire à cette situation un peu originale, singulière et un peu incompréhensible aujourd'hui. Avec le décor posé, la naturalisation accomplie, que peut-on dire du Severiano de Heredia, homme politique ? Severiano de Heredia est avant tout un politique. Ses deux cousins sont des poètes, lui est un politique. Un politique qui s'inscrit dans la ligne de ce qu'on a considéré avec le temps le parti radical. C'est pas vraiment un parti, c'est une mouvance radicale, mais il fait partie des radicaux. C'est un radical. Et juste après l'écrasement de la Commune de Paris en 1871, le radicalisme est ce qu'il y a de plus avancé en France. Severiano de Heredia, lorsqu'il est candidat pour la première fois, eh bien, le commissaire de police qui enquête sur lui écrit au ministère de l'Intérieur, attention, c'est un rouge qui n'avait pas approuvé la Commune de Paris, entre parenthèses. Bon, mais ce rouge, il va rester rouge longtemps, mais il faut bien dire qu'il a de plus en plus rosi. Cela dit, radical, il est, quand il est élu conseiller municipal en 1873, quand il est réélu, quand il est élu député en 1881, quand il est devenu maire de Paris en 1879, président du conseil à l'époque, c'est-à-dire maire aujourd'hui, lorsqu'il est devenu ministre, il est radical. La gauche radicale, ça ne veut pas forcément dire l'extrême gauche radicale. L'extrême gauche radicale, c'était Clémenceau. La gauche radicale, c'est Gambetta. Ce n'est pas Jules Ferry, parce que Jules Ferry, qui parfois se réclame de gauche, c'est le centre quand même, si on veut. Et effectivement, les mesures que préconise, qu'approuve l'élu, ou que préconise le député ou le ministre, s'inscrivent dans les réformes les plus radicales de la Troisième République, celles qui ont fondé notre République, les valeurs actuelles essentiellement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il était en avance sur son temps ? Je ne dirais pas exactement ainsi, mais je dirais que ses idées sont en harmonie avec les idées les plus avancées de son temps dans beaucoup de domaines. Pas dans tous. Tout de suite, j'écarte un peu, pas dans tous les domaines. C'est pas le révolutionnaire, ni même le radical absolu. Par exemple, son refus du socialisme révolutionnaire ou son silence sur la culture africaine, c'est des points qu'il faut noter, non pas en sa défaveur, mais qui montrent les limites de son radicalisme. Alors, en quoi est-il un homme aux idées audacieuses ? Et ça, je pense que c'est bon de le souligner. Parce qu'à l'époque, pour un noir, on peut voir l'histoire de Chocolat, si c'est un bon artiste ou un bon boxeur, parfait, il n'y a pas de problème, c'est presque normal. Mais que ce soit un penseur, un homme agissant, un organisateur, un homme rationnel, ça c'est plus surprenant. Et pourtant, c'est un homme audacieux tout en restant rationnel et rationaliste. Audacieux dans les domaines de l'éducation, absolument favorable dès le début, si ça fait partie de son programme, favorable à l'instruction gratuite, laïque et obligatoire. Favorable à l'instruction des adultes. Il a présidé pendant 4 ans l'association philotechnique qui était chargée de ce domaine de l'instruction. Favorable à l'instruction des jeunes filles.
son épouse a dirigé une école en ce sens, favorable à l'instruction technique, favorable au développement des bibliothèques municipales. J'en passe, dans tous les domaines, tous les champs d'application concrète des réformes de l'instruction et de l'éducation, il est présent, il est actif. Le deuxième domaine où il est audacieux, je ne dis pas en avance sur son temps, mais en accord avec les plus avancés de son temps, c'est le domaine de la pensée. C'est un libre penseur qui place très haut la liberté de conscience. Il refuse les religions, combat le cléricalisme, c'est-à-dire le catholicisme politique. Il se bat pour la séparation de l'Église et de l'État, qui d'ailleurs se viendra juste après sa mort en 1901. C'est un laïc militant, et là, dans mon livre, il y a de nombreux exemples de ses réunions, de ses discours et de ses propositions dans le domaine. Un autre domaine où il est en avance sur les idées les plus avancées de son temps, c'est dans le domaine des réformes sociétales. Les droits de la femme. Il a fait très tôt partie de l'association de promotion des droits de la femme. Dans le droit de tout un chacun à la liberté d'incinération. Et dans le domaine des réformes sociales, droits des travailleurs et des travailleuses, droits des enfants. Mais là, il est plus prudent et de moins en moins radical. Et par exemple, il ne va pas appuyer la revendication ouvrière de la journée de 8 heures. Il y a dans ces deux domaines bien plus avancé que lui, et même plus radical. Par exemple, Clémenceau par rapport à la politique coloniale de Jules Ferry, le Tonkinois, ou Paul Lafargue par rapport à la politique de classe de la bourgeoisie conservatrice au pouvoir. Et enfin, dernier domaine où je crois qu'il est audacieux et en avance sur son temps, c'est dans le domaine de l'innovation technologique. C'est un homme de science, du moins qui croit à la science, qui croit au progrès et qui investit sa fortune au point de s'y ruiner totalement dans la recherche, par exemple, d'un moteur électrique pour l'industrie automobile qui démarre alors. Comment peut-on comprendre alors que cet homme républicain, d'idées progressistes, en harmonie avec son temps, garde profit des revenus issus de l'exploitation héritée de son père à Cuba ? Vous avez raison de souligner ce point. La contradiction fait partie de la vie et je pense que la contradiction qui était inhérente à la nature même, à l'origine même de Severiano, fils d'un planteur, fils d'une descendante d'esclaves, né hors mariage, dans une colonie qui est prospère et en même temps est une colonie répressive, tout ça fait partie des contradictions de l'époque et des contradictions du personnage. C'est vrai que nous ne savons pas tout sur l'enfance de Severiano, en particulier sa prime enfance. Elle est très peu documentée, on la connaît mal. Mon interlocuteur et ami cubain, Enrique López Mesa, a fait de très profondes recherches à ma demande dans les archives ecclésiastiques et notariales de la Havane et il a trouvé quelques documents, mais pas tout ce qu'il faut. Par exemple, où est-ce que le jeune Severiano a réellement vécu? À Matanzas ou à La Havane? Dans l'hacienda personnelle ou en ville? Qui l'a réellement élevé? Est-ce que c'est sa mère biologique? Est-ce que c'est son père par l'intermédiaire de précepteurs? Quel a été le rôle réel de sa mère biologique, mulatresse dite libre? Tout ça, on ne sait pas. D'ailleurs, les circonstances de sa naissance sont obscures. Celui qui est très vraisemblablement son père, Ignacio José, figure en réalité dans les registres comme son parrain, mais il l'a élevé et doté comme son fils unique. Ce n'était donc pas vraiment choquant à l'époque. Alors, lui, il a hérité du tiers des domaines de son père, à l'égal de sa mère, qui a eu un autre tiers, et d'un autre cousin qui est resté le gestionnaire sur place des domaines. Je pense que ce domaine lui a rapporté de bons revenus, revenus qui, au fil des années, se sont amenuisés, d'abord parce que l'esclavage a rapporté de moins en moins, c'est une des raisons de son abolition, sa disparition. Deuxièmement, parce qu'après l'abolition de l'esclavage, 1886, le domaine a sans doute encore rapporté un peu moins, mais en fait compte, jusqu'à la fin de ses jours, il a bénéficié d'une rente foncière en diminution, mais importante au début. Alors, il n'en a pas beaucoup pâti, parce que fils de rentier, il est devenu entrepreneur et il a compensé sa rente foncière, qui lui permettait de vivre bien, par des investissements qui lui ont permis de mieux vivre et puis finalement de faire faillite. Alors, comment l'a-t-il vécu? Voilà, je pense que, d'après ce que l'on peut lire, indirectement ou directement de lui, il était abolitionniste dans les années 1860, avant la guerre de 1868, c'est-à-dire favorable à une abolition graduelle de l'esclavage et avec indemnisation, qui était la position
principal des réformistes cubains, Pozos Dulces par exemple, ou Sacco. Mais avec l'irruption des esclaves dans la guerre d'indépendance, la question liée au statut de l'île, il a été plus désarçonné, il a mis en œuvre, mais avec certaines lenteurs, la mise en harmonie de ses idées abolitionnistes avec la réalité de son statut de fils de planteur bénéficiant de l'esclavage. Quand et comment, on n'a pas retrouvé le document qui prouve qu'il ait vendu ses esclaves ou qu'il les ait libérés, ce qui aurait été encore plus honnête. Mais en tout cas, au cours des réunions publiques, à la fin des années 1870, en 76, 77, 78, il dit publiquement, et il fait état en montrant un papier, mais je n'ai jamais vu ce papier, qu'il n'avait plus d'esclaves. Donc voilà pour ce qui concerne l'abolition de l'esclavage. Ça a eu des répercussions sur son comportement vis-à-vis de l'indépendance de son île natale, mais ça c'est une autre question. Et que peut-on dire du Severiano de Heredia œuvrant pour l'Amérique latine et pour Cuba alors? Il a investi sa force de persuasion, ses relations qu'il avait nouées dans le passé, sa puissance financière au service de plusieurs causes, et en particulier de la cause pour l'établissement de liens solides entre les républiques latino-américaines et la République française. Non seulement pour servir, disons, de paravent ou de prétexte à l'expansionnisme français, mais aussi et surtout cette Amérique latine l'attirer vers la France plutôt qu'elle n'aille vers l'Angleterre, vers les États-Unis ou qu'elle reste attachée à l'ancien empire espagnol. Sans l'exprimer, parce que ce serait mal dit, une certaine latinité transocéanique, il est, avec Betances, un des artisans pendant des années, 4, 5, 6 ans, au premier plan, il est président de l'Union latine franco-américaine qui organise tous ces rassemblements des républicains latino-américains de passage à Paris ou représentant la République latino-américaine à Paris, avec les intérêts économiques, culturels français. Ça, il a joué un très grand rôle de lien. C'est un pont indiscutable entre la France et le continent latino-américain. Cela dit, ce n'est pas contradictoire avec son évolution en faveur de l'indépendance de son île. Je pense que foncièrement, du point de vue économique, c'est un bourgeois réformiste. Il veut bien des réformes, mais à condition que ça ne touche pas à l'essence du capitalisme, naturellement. Il veut bien des réformes, il est même partisan de réformes avancées dans les limites indiquées. Mais à Cuba, c'est la même chose. En tant que propriétaire terrien d'anciennes caféières ou de nouvelles sucreries, il a le point de vue de la majorité de ces planteurs qui, politiquement, se détachent de l'Espagne, ou du moins de façon limitée, en optant pour la solution autonomiste. Le Parti libéral autonomiste, je suis certain que s'il avait vécu à Cuba, aurait été le sien. Les planteurs de Matanzas sont favorables à ce Parti libéral autonomiste. Mais ce courant libéral autonomiste qui, en 1895, ou du moins la direction de ce parti, qui condamne l'insurrection patriotique dirigée par Martí et par Gómez, qui la condamne en termes violents, qui la désapprouve, de ce même parti libéral autonomiste, ont commencé à se détacher et vont se détacher de grandes figures du libéralisme autonomiste qui vont progressivement passer à l'indépendantisme. Je devais donner 4 noms parce qu'ils sont connus de l'historiographie cubaine. Le philosophe Enrique José Varona, l'écrivain Raimundo Cabrera, et puis les planteurs, les riches planteurs de Santa Clara que sont Marta Abreu et Emilio Terry de Cienfuegos. Ils sont autonomistes, mais en 1896, un peu plus tôt pour Varona, un peu plus tôt pour Marta Abreu, mais en 1896, Cabrera et Terry, quand ils voient l'avancée des armées indépendantistes de Maceo et de Gómez, ils changent de camp. C'est-à-dire qu'ils cessent de soutenir, de payer l'impôt à l'Espagne, ils payent l'impôt révolutionnaire. Et Severiano de Heredia va plus loin, c'est-à-dire qu'il adhère au comité français de Cuba Libre, dirigé par l'écrivain Rochefort, comité qui se prononce pour l'indépendance de Cuba. Alors, il était pour l'autonomie de Cuba et le maintien, disons, du statu quo économico-social, une fois l'abolition obtenue. Et maintenant, il fait un pas de plus, il se proclame publiquement partisan de l'indépendance de Cuba et je pense que c'est dans ces conditions qu'il meurt. Je ne suis pas sûr qu'en 1902, quand arrive à Paris un ambassadeur d'un but de Cuba, il se serait précipité pour se faire reconnaître aussi citoyen cubain. Je n'en sais rien.
parce qu'il était vraiment français dans l'âme, sa culture était française, son histoire était française, ses intérêts étaient français. Mais il n'y a pas de doute qu'il aurait admis et applaudi la naissance de la République de Cuba. Donc, Severiano de Heredia, le républicain, le français, le progressiste, évolue dans sa pensée et son action vers des positions plus radicales, plus engagées. Qu'est-ce qui entraîne alors sa chute politique? Au niveau factuel, il n'y a pas de doute que lorsqu'il était ministre en 1887, il n'est resté que 6 mois, mais c'était la durée moyenne des gouvernements à l'époque. Hein. Tous les 6 mois, ils étaient renversés par des jeux d'alliance, ça ne changeait pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est pas lui qui a été renversé, c'est son ministère. Et ce qui est important, c'est pourquoi ne l'a-t-on pas repris ensuite, alors qu'il avait été un bon ministre, d'après les commentaires de l'époque, qui avait proposé de grands travaux. Il était très ambitieux, des grands travaux pour les canaux, pour les voies ferrées, pour les routes, pour l'aménagement de Paris. Ça a été un des promoteurs à son échelle de la réussite des manifestations qui ont encadré le premier centenaire de la République française en 1889. Bien, il avait donc un bilan positif en tant que ministre et des idées qui allaient dans le sens de l'essor de la République, et il avait de grandes ambitions pour Paris, tout particulièrement. C'est un Parisien, pas de doute. Mais il n'est pas reconduit dans ses fonctions, non pas, je dis donc, parce qu'il a échoué en tant que ministre, mais parce qu'il était partisan de l'autonomie de Paris, c'est-à-dire qu'il voulait que Paris ait un maire élu et non pas un maire nommé et dépendant des préfets de la Seine et du préfet de police. Et donc ça, c'était les républicains, je dirais, qui se méfiaient de Paris, n'aimaient pas trop cette position autonomiste et pro-parisienne, et d'autre part parce que, un peu plus tard, en 89, quand il est battu en tant que député, battu par un candidat boulangiste, c'est parce que il a été, pendant les 6 mois où il était ministre, le fer de lance de l'opposition au boulangisme. Plusieurs de ses discours le manifestent. C'est lui qui définit, en quelque sorte, cette stratégie au nom de la démocratie contre l'autoritarisme et le militarisme qui sont sous-jacents à travers la personnalité du général Boulanger, ainsi que le populisme. Alors, il n'est pas reconduit. Mais en fin de compte, la situation est plus profonde. Jusqu'en 1887, jusqu'à sa nomination comme ministre, le fait qu'il soit noir n'est jamais mentionné à son détriment, ni à sa faveur. C'est pas mentionné. Ça ne figure pas, ça n'entre pas en ligne de compte. Je ne dis pas que secrètement, ça n'est pas existé. Mais officiellement, il n'est pas possible d'en faire état. On n'en fait pas état. Ce sont ses capacités et sa détermination qui comptent. Mais après la conférence de Berlin de 1884-85, où les grandes puissances européennes sont partagées l'Afrique de l'Est à l'Angleterre, l'Afrique de l'Ouest à la France, pour la coloniser au nom de la civilisation. Le regard a changé. Le regard ne pouvait que changer. Il a existé un racisme en France, forcément comme partout, un racisme anti-noir que l'abolition de l'esclavage de la colonie française en 1848 n'avait pas aboli. Mais il y avait des députés de la Guadeloupe, de la Martinique à Paris qui étaient noirs, hein, et ils n'étaient pas l'objet de colibés au Parlement, à ce que l'on sache, ni même dans la presse en général. Mais lorsque Heredia devient ministre, alors, brusquement, dans une certaine presse, minoritaire, je note, mais qui existe à l'extrême droite et un peu à une fausse extrême gauche, c'est-à-dire l'intransigeant de Rochefort, on dénonce à travers lui le nègre de l'Élysée, le nègre de Rouvier, le ministre chocolat, etc., etc. Je passe sur les adjectifs qui le caractérisent et les injures qui l'accompagnent. Je ne prends aucun plaisir à les répéter. On le compare à un singe. Il n'y a pas longtemps, on a fait à peu près la même chose avec Madame Christiane Taubira en France. Dans le livre, il y a assez de citations, je ne les répète pas parce qu'elles sont injurieuses pour l'humanité. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que, évidemment, il est
la négation même du principe sur lequel repose la colonisation de l'Afrique noire. Comment peut-on imaginer qu'un ministre qui s'exprime très bien et qui est noir et qui vient dire et qui explique au monde, nous allons civiliser l'Afrique noire, lui qui est par lui-même l'expression d'une civilisation avancée. C'est contradictoire. Il est la négation même de ce qu'il pourrait dire. Il ne peut plus être le porte-parole de cette France qui, comme l'a dit Jules Ferry, veut coloniser parce qu'elle veut civiliser. Voilà donc cette contradiction fait que peu à peu, eh bien évidemment, on lui retire ce droit de parole, ce droit de représenter la France. On lui retire parce que si vous avez vu la gravure du caricaturiste André Gilles, caricature de 1880 que nous avons repris pour la couverture de l'ouvrage, on voit Severiano de Heredia porteur du drapeau tricolore, c'est-à-dire il peut être considéré comme le symbole de la France patriotique en 1880. En 1887, il ne peut pas être le symbole de la France qui préconise la civilisation de l'Afrique, c'est-à-dire la guerre, la conquête, l'élimination de la culture noire, des autorités noires, des mœurs noires de cette Afrique. Et par conséquent, ça étant devenu contradictoire, eh bien on l'évince, on l'élimine, on le fait disparaître peu à peu, et c'est surtout c'est ce qui se produit. Lorsqu'il décède en 1901, il a droit de belles obsèques civiles, conformité à ses idées, et maçonniques, conformément à son adhésion à la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de monde qui sait ça, mais dans la presse, ça apparaît parmi les faits divers. Alors que quelques temps auparavant, ou en même temps, décède le député boulangiste qui l'a terrassé en 1889, et toute la presse fait l'éloge de ce député dont le nom est aujourd'hui, fort heureusement, oublié. Et justement, en parlant d'oubli, vous œuvrez pour la réhabilitation de la mémoire de Severiano de Heredia aujourd'hui. Une rue parisienne du 17e arrondissement porte désormais son nom. Quelles sont les raisons de cet oubli ? Ce qui m'avait frappé, et ce pourquoi je me suis engagé, et j'ai tout fait pour qu'il en soit autrement, c'est que lorsque j'avais découvert son nom et redécouvert son nom, et vu ce qu'il avait, et compris ce qu'il avait fait, au terme, que je le répète, de 2 ou 3 années de recherche difficiles, j'avais été surtout frappé précisément parce qu'il avait été oublié. Puis à l'hôtel de ville où je me suis rendu, quand je demandais à voir son dossier, sa photo, qu'est-ce qu'il y avait, il n'y avait rien. Rien et rien. Monsieur le maire de la Noé ignorait son existence. Bref, il n'y avait pas de rue à son nom, il n'avait pas eu la Légion d'honneur, il n'y avait pas d'école qui portait son nom, etc., etc. Et on ne savait rien de lui. J'ai passé 1 an à chercher à savoir où il était enterré. Il était enterré au cimetière des Batignolles. Personne ne le savait de façon à peu près inconnue, puisque là-bas, il y a une liste des personnalités de ce cimetière périphérique de Paris. Il y a Paul Verlaine et d'autres, mais évidemment, il n'y avait pas Severiano de Heredia. J'ajoute qu'aujourd'hui, il y a Severiano de Heredia qui a été rajouté à la liste, fort heureusement. C'est un des effets, je crois, du livre. L'autre effet, c'est que cette question, ne pourrait-on donner un nom de rue à Severiano de Heredia, qui a été reprise par un élu du 17e arrondissement, l'arrondissement de Severiano, qui a été reprise par l'ensemble du conseil municipal du temps de la Noé, mise en œuvre par Anne Hidalgo, eh bien, aboutit effectivement à l'inauguration d'une rue, Severiano de Heredia, rue qui, fort heureusement, prolonge le boulevard Pereire, boulevard dans lequel il a passé une grande partie de sa vie parisienne. Ce n'est qu'un premier pas. On ne faut pas guère aller plus loin dans cette reconnaissance, parce que c'est le contexte général qui en décide. J'ai dit tout à l'heure, Severiano de Heredia a eu pour tremplin la République, mais il a eu pour tombeau le colonialisme. Le colonialisme, mais pas seulement le colonialisme de son temps, c'est-à-dire la conquête de l'Afrique noire par les armes et l'assujettissement de l'Afrique noire, du Maroc au Sénégal et au Gabon, mais c'est aussi la persistance d'un régime colonialiste qui a duré jusqu'à la décolonisation de 1960, décolonisation que je considère imparfaite quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui. Et cette décolonisation imparfaite ne pouvait pas permettre le retour à Heredia. C'était en quelque sorte avouer que le colonialisme avait empêché, contrarié l'évolution, l'émancipation humaine sur tout un continent ou sur plusieurs continents. Donc la persistance de l'esprit colonialiste explique aussi, et pas seulement le colonialisme, explique aussi la mise sous boisseau de Heredia. Je n'hésite pas à dire que non seulement il a été oublié, mais j'ose dire
qu'il a été occulté. Le résultat, c'est qu'effectivement, lorsque j'ai commencé mes recherches, et encore aujourd'hui, 10 ans après, dans nombre d'ouvrages, y compris dans ces ouvrages qui s'appellent « Ces Noirs qui ont fait la France », il n'existe pas. Au musée de l'immigration, il n'existe pas. Donc, sa réintégration pleine et entière à l'histoire de France n'est pas encore faite. Elle sera longue à se faire. Pour terminer, quelles leçons peut-on tirer aujourd'hui de la biographie de Severiano de Heredia, de son parcours et surtout de la façon dont son existence a été occultée? À titre individuel, l'éventuel lecteur de cette biographie peut en tirer une leçon, celle-ci. Malgré les obstacles, on peut, quand on veut, quand on en a les moyens, servir la collectivité tout en s'épanouissant personnellement. C'est-à-dire que la lutte et la ténacité peuvent payer. Mais en même temps, il faut être conscient que le poids de la société, le poids des impératifs économiques, politiques des milieux dirigeants, la force des préjugés, limite cet espace de possible réussite personnelle contre vents et marées. Severiano de Heredia a réussi de son vivant, mais son exemple et son legs ont été amenuisés et cachés après sa mort. Voilà, il y a 2 leçons. Alors en tant que citoyen, appelé à réfléchir sur la mémoire collective, à l'entretenir et au besoin à l'infléchir, voici ce que je pense après avoir étudié la vie de Severiano de Heredia et sa mémoire post-mortem. L'aura de Severiano de Heredia, qui est un exemple de réussite sous la Troisième République, comme vous l'avez souligné, a pris fin avec la conquête de l'Afrique occidentale par l'armée française. La République coloniale, c'est-à-dire le colonialisme, ont dénaturé la République qui, en cela, a cessé d'être vraiment le bastion de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. L'essor du colonialisme était incompatible avec le maintien de Severiano de Heredia au sommet de l'État. Il était gênant et contre-productif. La décolonisation était tardive, lente, imparfaite, et la persistance d'un esprit colonialiste n'a toujours pas disparu. La redécouverte de la vraie histoire de Severiano de Heredia dans ce contexte n'était pas envisageable jusqu'à présent et va tarder encore à pouvoir se concrétiser. Cependant, elle a lieu, petit à petit, et le débat auquel faisait allusion tout à l'heure, qui a eu lieu cet été, y contribue. De même, comme vous l'avez souligné, l'inauguration de la rue Severiano de Heredia dans cet arrondissement. Je crois que l'image de Severiano ne peut que grandir en France qu'avec le recul du racisme et l'acceptation du métissage avec toutes ses conséquences. Je pense qu'on n'en fera jamais un drapeau, car alors ce serait indirectement ou délibérément l'apologie de l'assimilation au cadre et au modèle dominant. Et ce serait nier, de ce fait, l'apport de la culture africaine, des esclaves des Antilles, à la culture universelle qui est forcément plurielle. Je pense que le nationalisme peut le revendiquer, comme l'a fait André Gide en 1880, en France comme à Cuba, où les mouvements noirs, après 1902, l'a revendiqué comme expression à sa manière de l'identité nationale. Mais le communautarisme ne peut en aucune manière se revendiquer de lui. Et je crois que seul l'humanisme sans frontières, celui que préconisait Marty, peut le faire sien à l'avenir. Voilà ma conclusion. Merci, cher professeur. De Severiano de Heredia, je retiens qu'il a eu pour levier la République et pour tombeau le colonialisme. La République d'alors, l'idéal républicain de l'époque, la liberté de conscience, mobilisait bien plus qu'aujourd'hui, pourrait-on penser. Regarder notre histoire commune pourrait s'avérer donc, dans ce contexte, quelque chose de salutaire. Et jusqu'ici, l'épisode d'aujourd'hui de Comme une bouteille à la mer en français. Je te remercie d'avoir partagé ces minutes avec moi. Si tu veux en savoir plus sur la vie et l'œuvre de Severiano de Heredia, ce mulâtre cubain que Paris fit maire et la République ministre, n'hésite pas à lire sa biographie écrite par Paul Estrade et publiée chez Les Indes Savantes en 2011. Et puis, n'hésite pas à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux, à les commenter sur ma chaîne de YouTube, à laquelle tu peux même t'abonner. De cette façon, tu peux être sûr que chaque bouteille que je lancerai à la mer arrivera jusqu'à toi.